Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a beaucoup d'actualités qui se bousculent. Au Tchad, avec l'assassinat de l'opposant Yaya Dillo, diligenté par Mahamat Déby, soutenu par Succès Masra. Au Sénégal, par la continuation du putsch de Macky Sall pour réintégrer Karim Wade dans la course présidentielle, ou même en France, où le gouvernement a lancé le processus de déchéance de nationalité de mon sang, Kémi Séba, et j'aurai l'occasion de revenir sur tout cela dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui engage notre sécurité collective, la phase finale de la guerre au Sahel. Il y a une semaine, le conglomérat de chefs d'État de la CEDEAO s'est en effet réuni à Abuja pour annoncer que les principales sanctions contre le Niger, le Mali, le Burkina et la Guinée étaient levées avec effet immédiat. Alors, devons-nous nous réjouir? Non. Il faut relativiser tout ça et je vais vous expliquer pourquoi il faut au contraire nous en inquiéter dans la chronique d'aujourd'hui. C'est parti. Tout d'abord, il convient de préciser que ce n'est pas toutes les sanctions qui ont été levées. Seules ont été levées la fermeture des frontières avec le Niger, l'interdiction de survol de l'espace aérien de la CEDEAO par les avions en provenance ou à destination du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger, le gel de toutes les transactions de services, incluant les opérations de services publics et des produits de première nécessité avec le Niger, le kidnapping des avoirs du Niger à la BCEAO, la confiscation des avoirs de l'État du Niger et de toutes les sociétés publiques et parapubliques nigériennes dans les banques commerciales de l'espace CEDEAO, la suspension du Niger de toute assistance financière par les institutions financières, notamment par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et par la Banque ouest-africaine de développement. L'interdiction de voyager pour les officiels du gouvernement du Niger et les membres de leur famille. L'interdiction de recrutement des citoyens maliens à des postes statutaires et professionnels au sein de la CEDEAO. Et enfin, les sanctions financières et économiques imposées à la République de Guinée sans plus de spécifications. Le Burkina, le Mali et le Niger, ainsi que la Guinée, demeurent suspendus des instances de la CEDEAO. Tout juste consent-on à inviter ces pays à participer aux réunions techniques, consultatives ou sécuritaires. Vous me direz qu'en ce qui concerne les 3 pays de l'AES, ils s'en tapent royalement, puisqu'ils se sont retirés avec effet immédiat de l'institution depuis 1 mois. C'est peut-être la Guinée que ça va déranger, mais quand tu regardes le visage du parrain Mamadi Doumbouya, toi-même tu sais qu'il n'en a rien à battre. Par contre, il y a 5 événements marquants que nous devrions lire en rapport à cette manœuvre de diversion de la CEDEAO qui devrait attirer notre attention et celle de nos autorités et qui indiquent que la vraie guerre du Sahel est encore devant nous. Ces 5 actualités sont premièrement des caches d'armes qui ont été découvertes en plein Niamey. C'est tout un arsenal de guerre appartenant à des instructeurs français et européens de Le Cap Sahel qui a été retrouvé dans une villa du quartier Tchangaré lors de perquisitions les 19 et 20 février. Macron et son gouvernement ont choisi la voie du déni, mais la découverte de tous ces matériels militaires faits dans cette maison située au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français jusqu'à leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos.
Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes et de munitions. Deuxièmement, la recrudescence des attaques terroristes violentes au Burkina Faso, qui ont fait ces derniers jours plusieurs dizaines de victimes civiles et militaires, et également terroristes, mais eux, on ne les pleure pas, bien au contraire. Troisièmement, le positionnement de soldats et mercenaires français à la frontière Tchad-Niger, ainsi qu'au nord du Bénin, et même à certains endroits frontaliers du Nigeria, constituant un arc d'encerclement par l'ennemi sur le flanc sud-est. Quatrièmement, le fait que la force en attente de la CEDEAO, qui avait été activée pour aider l'armée française à agresser le Niger, reste mobilisée selon le communiqué même de la CEDEAO. On dit que maintenant c'est pour combattre le terrorisme, mais quand on sait que les chefs d'État de la communauté sont plutôt les bras armés du terrorisme occidental en Afrique, cela devrait nous inciter à tripler de vigilance et à ne surtout pas baisser la garde. Cinquièmement, last but not least, la libération en Algérie, sans impliquer les autorités maliennes, de 3 otages italiens enlevés en mai 2022 au Mali, contre le paiement par l'Italie d'une rançon de plus de 13,5 millions d'euros aux terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Iyad al-Khali, alors que l'Algérie a ouvertement adopté une attitude belliqueuse envers le Mali depuis que ce dernier a décidé de se passer de ses services d'entremetteur et d'initier un dialogue direct intermalien. En réalité, ce qui est en train de se dérouler au Sahel, c'est la continuité de l'agression du Mali, du Niger et du Burkina par la France. La CEDEAO joue son rôle en faisant semblant de lever le pied et de vouloir se réconcilier avec les 3 pays qui ont claqué la porte pendant que la grosse machine de déstabilisation violente a été réenclenchée et que l'on va même passer à la vitesse supérieure. Il est de notoriété publique qu'en dehors de l'impression incontrôlée des billets de francs CFA, la France a pour habitude de financer le terrorisme à travers le paiement de rançons aux groupes terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les officiels américains, africains, et cela est même acté au niveau européen. Ce sont les faits et les faits sont têtus. Par contre, que l'Italie décide elle aussi d'utiliser cette méthode pour contribuer à la déstabilisation du Mali est un élément nouveau. Ce qui ne l'est pas, c'est la complicité légendaire des Occidentaux entre eux quand il s'agit de piller notre continent. Les attaques contre les populations et les forces de défense de l'Alliance des États du Sahel vont redoubler en nombre et en intensité. Ces derniers mois, grâce à la montée en puissance des armées maliennes, burkinabées et nigériennes, notamment en termes d'équipement aérien et l'usage de drones de combat, les terroristes avaient subi de lourdes pertes. Mais grâce aux millions d'euros en provenance d'Italie et de France, il faut se préparer à l'utilisation de drones et matériel plus perfectionnés de leur part. Il ne faut pas exclure le fait qu'eux aussi vont dorénavant pouvoir acquérir des drones, même low cost. Surtout quand on sait que l'Agence d'innovation et de défense française, l'AID, s'est lancée à travers les projets Colibri et Lariné dans la production de munitions téléopérées, des MTO, comme on les appelle dans le jargon, qui pourront même être utilisées en environnement urbain, donc dans les villes. Les premières expérimentations ont commencé au mois de novembre et il faut savoir qu'ils auront recours à leurs potes terroristes pour les tester chez nous et sur nous. Et même au-delà de ça, les Américains, les Iraniens en produisent déjà depuis belle lurette et ils peuvent être achetés à tout moment par les terroristes qui obtiennent plus facilement des armes des puissances productrices occidentales que nos propres États. La vraie guerre du Sahel est en train d'entrer dans sa phase active. Ce qui est devant nous, c'est la puissance 100 de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Il faut que les populations se préparent à cela, tout comme les autorités.
En se faisant chasser comme la malpropre qu'elle est, l'oligarchie française n'a pas abandonné ses visées sur l'Afrique en général et le Sahel en particulier. Et c'est pour cela qu'on essaie de blaguer les naïfs et d'endormir les gens en prétendant être revenu à de bons sentiments, en tendant la main droite avec un grand sourire, alors qu'on tient un gros gourdin et une grosse calache bien meurtrière dans le dos avec la main gauche. L'armée française toute seule n'a jamais gagné une seule guerre, au moins depuis Napoléon. La France a été déculottée lors de la guerre franco-allemande en 1870. L'armée française a été bottée en 1914, fessée en 1939. En 1954, on les a bien chicotés au Vietnam. Partout où l'armée française va seule sur le champ de bataille, on la tape net, des éternels perdants. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont besoin de se cacher soit derrière l'UE, soit derrière l'OTAN, soit derrière la force en attente de la CEDEAO pour agresser nos vaillants pays de l'AES. Par contre, là où la France excelle, là où elle est championne du monde avec les États-Unis, c'est dans la déstabilisation, les coups fourrés, les assassinats. Et c'est dans cette longue tradition des opérations secrètes que s'inscrit le sponsoring du terrorisme. D'ailleurs, quand vous voyez que Macron a reçu en grande pompe l'émir Al Thani à Paris et qu'on annonce 10 milliards d'euros d'investissement qatari en France, il faut savoir que dedans, il y a quelques millions pour financer les groupes terroristes au Sahel. La France et le Qatar sont deux grands sponsors bien connus du terrorisme dans le monde. Ils ont essayé les sanctions, ils ont essayé de bloquer l'argent, l'électricité, la nourriture, les médicaments, les voyages. Ils ont pratiqué la désinformation, la propagande, la guerre communicationnelle. Ils ont tout fait pour que les populations se rebellent contre les autorités de transition. Ça a échoué. Tant que le Mali, le Niger et le Burkina faisaient partie de la CEDEAO, celle-ci avait une certaine légitimité pour intervenir dans les crises concernant ces pays. Mais avec le retrait des trois, l'instrument CEDEAO a été démonétisé et son dernier acte avant de sortir du terrain pour aller mourir de sa belle mort dans les vestiaires à Abuja a consisté, dans le point 38 de son communiqué, à faire la passe aux acteurs internationaux pour faire pression par tous les moyens nécessaires pour faire imploser l'AES et rentrer Tiani, Goïta et Traoré dans les rangs à défaut de réussir à les éliminer. Car avec le retrait du 28 janvier, la CEDEAO a autant de légitimité que le Timor oriental, le Tadjikistan ou Kiribati pour demander la libération de l'agent Bazoum, le calendrier des élections ou pour parler dans les affaires du Mali, du Niger et du Burkina. C'est-à-dire aucune, zéro, nada, finito. Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune raison de se réjouir des décisions annoncées à Abuja. Si le Nigeria veut rétablir la fourniture d'électricité au Niger, qu'il fasse. Mais il faudra bien qu'il paie pour l'interruption unilatérale du contrat et ses conséquences désastreuses. Si le Niger accepte de réouvrir son espace aérien au survol et à la desserte de son territoire, soit. Mais il serait bien que cela soit étudié au cas par cas, en excluant par exemple les compagnies occidentales ou originaires de pays hostiles, et en renforçant les contrôles terrestres et aériens. Concernant la frontière avec le Bénin, si ça ne tenait qu'à moi, elle resterait fermée tant qu'il y aura une présence militaire française sur le sol béninois et tant que Patrice Talon sera président. Si la Banque centrale ou les banques commerciales veulent libérer les avoirs de l'État et des entreprises publiques et parapubliques du Niger, grand bien leur fasse. Mais cela ne les protégera pas des procédures judiciaires qui doivent être lancées pour obtenir des réparations pour les dommages et les décès causés par ces confiscations illégales et iniques. Mon conseil à nos dirigeants favoris, ce serait d'accélérer le processus d'intégration de l'AES en mettant rapidement en place des mécanismes de solidarité qui aillent au-delà de l'aspect militaire. Ainsi,
Si des institutions ou des États étrangers étaient tentés de sanctionner l'un d'entre eux, et qu'en retour, ce sont les 3 pays avec leurs 70 millions d'habitants et leurs 2,7 millions de kilomètres carrés de territoire et l'espace aérien qui va avec, qui se déclarent solidaires, ça va pousser beaucoup à réfléchir avant d'avoir recours à des sanctions farfelues et à des machinations mortifères. Une bonne façon de commencer serait que les ambassadeurs ou chargés d'affaires d'Italie au Mali, au Burkina et au Niger soient convoqués par les 3 ministères des Affaires étrangères pour expliquer le financement du terrorisme par leur pays. Une autre recommandation serait naturellement d'accroître la capacité de défense antiaérienne et de renseignement et d'agir de façon encore plus décisive pour décimer les terroristes et leur soutien. La peur doit changer radicalement de camp. Il est clair que face à cette situation de guerre absolue, il n'y a aucune raison d'organiser des élections présidentielles. Ce n'est pas l'urgence. Par contre, il est essentiel de donner les moyens aux communes de maintenir le service public pour répondre aux besoins de base des populations et pour entretenir le lien, pour leur permettre de rester solidaires de leur gouvernement et de rester vigilantes, résilientes et motivées face aux assauts contre leur sécurité physique, alimentaire ou économique à venir. La phase finale de la bataille du Sahel est en cours de téléchargement et ce sera long, ce sera dur et ce sera sanglant. Mais aucune lutte de libération et aucune conquête de souveraineté n'est une partie de plaisir ou une promenade de santé. La victoire est largement à la portée des États de l'Alliance des États du Sahel. Après l'effort, le sacrifice de la mort de certains, il y aura l'essor et le confort pour nos enfants. L'Afrique libre et souveraine ou la mort. Soyons prêts. À bientôt.